Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vulgaris Santé. Nous allons aujourd'hui parler d'une pathologie peu connue, l'érythrocèle. Et nous allons pour ce faire définir différents termes dont vous avez à coup sûr déjà entendu parler, mais qui restent probablement flous dans votre esprit, tels que les termes de hernie, de prolapsus ou encore de descente d'organes. Il y aura donc au programme de cette vidéo une première partie explicative de ce qu'est cette pathologie, puis une seconde décrivant comment elle se manifeste et comment la mettre en évidence. Pour commencer, nous allons nous intéresser à l'étymologie du mot érythrocèle. Ce terme vient du grec élutron, signifiant vagin, et de kélé, signifiant hernie. Cet éclairage étymologique indique donc qu'il s'agit d'une hernie au niveau du vagin et que cette pathologie concerne donc uniquement les femmes. Mais alors, qu'est-ce qu'une hernie ? Une hernie est une saillie anormale de tissu faisant issue à travers des structures sous-jacentes. Ainsi, un érythrocèle est une saillie anormale de tissu faisant issue à travers le vagin. Il s'agit donc d'une colpocèle, c'est-à-dire d'un prolapsus de la muqueuse du vagin. On entend par prolapsus un abaissement, c'est-à-dire un glissement anormal, plus ou moins marqué d'un organe, d'une partie d'un organe ou d'un tissu, qui chute par perte de ses moyens de fixité et se retrouve ainsi en dehors de sa localisation physiologique, c'est-à-dire en dehors de l'endroit normal où il devrait être. On appelle familièrement les prolapsus des descentes d'organes, et ces descentes d'organes surviennent le plus souvent à cause d'un relâchement et étirement trop important des muscles et ligaments qui maintiennent normalement en place ces organes, parties d'organes ou tissus dans l'organisme. En somme, l'érythrocèle est une colpocèle postérieure, c'est-à-dire un prolapsus de la muqueuse vaginale dans sa partie postérieure. La paroi postérieure de la muqueuse vaginale s'affaisse. Il existe différents types d'érythrocèles selon que la hernie se fasse directement au niveau de la partie postéro-supérieure du vagin ou selon qu'elle traverse d'abord le septum recto-vaginal qui est sous le cul-de-sac de Douglas, puis qu'elle fasse saillie au niveau de la partie inférieure du vagin. Également, les érythrocèles diffèrent de par leur nature. Autrement dit, le contenu de l'hernie peut être différent. Il s'agit parfois uniquement du cul-de-sac de Douglas, je vous renvoie ma vidéo sur cette structure anatomique si vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais il y a aussi parfois des viscères qui font saillie au travers du cul-de-sac de Douglas, par exemple une partie de l'intestin grêle et ou du côlon sigmoïde. On classe ainsi les érythrocèles et les colpocèles de manière plus générale en 4 stades selon la classification de Baden-Walker. Le stade 1 correspond au stade pour lequel l'érythrocèle est intravaginal, autrement dit qu'il s'agit uniquement d'une hernie du cul-de-sac de Douglas, mais pas d'un réel prolapsus avec affaissement de ce cul-de-sac et des viscères. Le stade 2 correspond au stade auquel l'érythrocèle affleure au niveau de la vulve, autrement dit que l'on observe au niveau de l'entrée du vagin une boule, une tuméfaction. Le stade 3 correspond au stade où l'érythrocèle dépasse l'orifice vulvaire, autrement dit que l'on voit une boule qui descend un peu plus bas et qui fait saillie au niveau de la vulve. Enfin, le stade 4, qui est le plus impressionnant, correspond à l'extériorisation complète de l'érythrocèle. Il existe une autre classification plus précise et mieux corrélée avec l'IRM, qu'est la classification POPQ, mais celle-ci est plus complexe, c'est pourquoi je ne l'ai pas présentée ici. Différents facteurs, qui peuvent être isolés ou s'additionner, sont souvent retrouvés dans la genèse des érythrocèles. On retrouve notamment des facteurs congénitaux, tels qu'un cul-de-sac de Douglas anormalement profond, un contexte d'antécédents chirurgicaux au niveau du petit bassin, des traumatismes obstétricaux importants, notamment des accouchements multiples et ou difficiles, ainsi que des facteurs acquis, en d'autres termes des altérations des structures musculo-ligamentaires composant le diaphragme pelvien. Ces facteurs acquis sont les plus importants. En effet, il est important, pour bien comprendre comment arrivent les érythrocèles, de comprendre ce qu'est le diaphragme pelvien et son fonctionnement. Le diaphragme pelvien est composé des muscles, ligaments et aponévroses situés au niveau du plan profond du périnée. C'est un hamac fibromusculaire
dans le sens qu'il soutient les organes du petit bassin, c'est-à-dire les organes urinaires et génitaux, ainsi que les cul-de-sac périnéaux à ce niveau. Le diaphragme pelvien a ainsi vocation à prévenir les éventuels troubles de la statique du petit bassin et par extension de préserver l'intégrité de la zone urogénitale. En d'autres termes, le diaphragme pelvien permet d'éviter que les organes chutent et fassent saillie à l'extérieur, principalement au niveau de la vulve. La région du bassin est l'union d'un contenant, le squelette du bassin et le diaphragme pelvien, et d'un contenu, les viscères digestifs et urogénitaux. Ce qui fait que si les pressions sur le contenu sont trop fortes, alors ce contenu va pousser sur le contenant et contraindre les zones les plus déformables de ce contenant. Le point faible du petit bassin chez la femme est le vagin, qui supporte en avant la vessie, en haut l'utérus et en arrière le cul-de-sac recto-utérin et le rectum. Lorsqu'il y a des pressions sur le contenu du bassin supérieures à celles qu'il peut supporter, alors il y aura un affaissement du vagin, c'est-à-dire une colpocèle. Ces pressions trop importantes peuvent s'expliquer par la présence de facteurs favorisants, avec des antécédents chirurgicaux et obstétricaux par exemple, ainsi que par un affaiblissement de la musculature périnéale, une perte de tonicité du plancher pelvien et une diminution de la qualité du tissu conjonctif constituant les aponevroses et ligaments ayant un rôle de soutien à ce niveau. Si l'on ajoute à cela d'autres facteurs engendrant un excès de pression, tels qu'un mauvais contrôle abdominal, ou encore une constipation chronique engendrant des efforts excessifs de poussée, alors il existe un risque important de colpocèle et notamment d'érythrocèle. Maintenant que nous avons défini l'érythrocèle de manière théorique, deux questions primordiales se posent. Quelles sont ces manifestations concrètes et comment les mettre en évidence ? Les manifestations concrètes de l'érythrocèle et des colpocèles de manière générale vont d'un ressenti d'une pesanteur dans la région du bassin, accentué en fin de journée, à un prolapsus extériorisé. On retrouvera parfois associé d'autres symptômes urinaires, par exemple des difficultés à uriner ou encore des difficultés à déféquer. La mise en évidence de cette pathologie peut parfois être réalisée cliniquement via la manœuvre de toux ou de poussée abdominale qui engendre l'apparition, voire le grossissement, d'une tuméfaction, c'est-à-dire une boule à la sortie du vagin. De plus, un toucher bidigital, un doigt dans le vagin et un dans le rectum, peut permettre de détecter certains érythrocèles si l'on sent au niveau du cul-de-sac recto-utérin une anse intestinale. En outre, une défécographie voire des IRM dynamiques peuvent être réalisées pour poser ou confirmer le diagnostic d'érythrocèle quand l'examen clinique ne suffit pas. Pour conclure, l'érythrocèle est une colpocèle postérieure, c'est-à-dire un prolapsus postérieur de la muqueuse vaginale sous le poids du cul-de-sac recto-utérin et parfois des viscères sous-jacents. C'est donc une pathologie exclusivement féminine, mais un équivalent peut se produire de manière extrêmement rare chez les hommes quand ils ont une cicatrice après des opérations dans la région, et donc que le cul-de-sac de Douglas et les viscères peuvent venir y faire saillie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de bien comprendre ce qu'est cette pathologie peu courante et rarement isolée qu'est l'érythrocèle. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dont le sujet devrait vous intéresser. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos dans lesquelles j'ai essayé de définir de la manière la plus simple et la plus claire possible ce qu'est une articulation de type cysarcose et ce qu'est l'adénococinésie. A bientôt.